tous les artistes néerlandais du XVIe siècle ne cherchent pas, comme on l'a vu dans le premier épisode de ce chapitre 10, à promouvoir les spécificités, la singularité, voire l'idiosyncrasie de leur pays. D'autres, de plus en plus nombreux, cherchent à rapprocher les solutions iconographiques et formelles qui sont les leurs des innovations en vigueur dans l'art italien depuis le début du XVe siècle et qui avaient déjà intéressé certains de leurs prédécesseurs. Et cela en lien direct avec notamment une réinterprétation moderne de l'art antique. Intéressons-nous, dans ce deuxième épisode, à cette nouvelle génération d'artistes néerlandais. Parmi les maîtres néerlandais du début du XVIe siècle, Hieronymus Bosch, que l'on appelle Jérôme Bosch en français, occupe une place singulière. Contrairement à ses jeunes confrères, dont les regards sont plutôt tournés vers l'antique et vers l'Italie, Bosch, en effet, formule une manière toute personnelle, même si elle ne peut être isolée des maîtres de la génération précédente. Celui dont le vrai nom est Hieronymus von Aken appartient à une famille de peintres originaires d'Aix-la-Chapelle, Aken en néerlandais, une famille installée en Gueldre durant les premières années du XVe siècle. Mais toute sa vie et sa carrière se déroulent à Bois-le-Duc, entre le milieu des années 1470 et sa mort en 1516, ce qui lui vaut le surnom de Bosch, Bos, bois en néerlandais, pour Sertogenbos, Bois-le-Duc. Il se forme dans l'atelier de son père, Antonius von Aken, entre la fin des années 1460 et le début des années 1470. Il officie probablement comme assistant de cet atelier, y compris quand son frère aîné, Roessen, le reprend après la mort d'Antonius vers 1478. On a longtemps considéré, possible et même plausible, l'hypothèse d'un séjour de Bosch dans l'atelier d'un peintre hollandais qui n'est aujourd'hui désigné que sous le nom de convention du maître de la Virgo inter Virgines entre 1476 et 1480, mais cette hypothèse, purement spéculative, et qui repose sur des ressemblances assez contestables, est abandonnée à présent par les spécialistes. Bosch est mentionné pour la première fois en 1474, et comme peintre entre 1480 et 1481. C'est en juin 1481, en effet, qu'il épouse Aleid Goyaerts van der Meerwinne, la fille d'un patricien local. Le couple vit principalement à Ten Rudeken, une propriété dans le village d'Oorschot, à une quinzaine de kilomètres au sud de Bois-le-Duc. L'art de Bosch plonge ses racines dans la gravure germanique et néerlandaise de la fin du XVe siècle, et en particulier de Martin Schongauer et d'Albrecht Dürer, qu'il connaît particulièrement bien. Peint sur un panneau de bois découpé entre 1475 et 1480, cet Ecce Homo fait partie des premières œuvres de Bosch, dont l'attribution, jadis discutée, a été confirmée par les précieuses analyses scientifiques et formelles du Bosch Research and Conservation Project. Jadis était visible dans les coins inférieurs du tableau le couple des donateurs, en compagnie de leurs enfants et d'un moine, peut-être dominicain, avant d'être grattés et dissimulés sous un surpeint, probablement après un différend avec le peintre. Il est donc possible que ce tableau ait été destiné à un couvent dominicain afin de servir de mémorial près d'une sépulture familiale dont un membre masculin serait entré au monastère, peut-être le couvent des frères prêcheurs réformés de Bois-le-Duc, en 1483, à l'initiative du prieur provincial Jacob von Stubach, 2 ans après la venue du duc consort Maximilien. L'œuvre de Bosch s'inspire directement d'une estampe de même sujet, gravée par Martin Schongauer quelques années plus tôt. La scène représentée par Bosch est doublement pathétique. Elle l'est d'abord par le traitement du corps du Christ, qui ruisselle de gouttelettes de sang, dont certaines sont tombées sur l'estrade, et qui laisse sur le sol des empreintes écarlates, de probables allusions aux demandes des Juifs. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais elle l'est aussi par le contraste entre ce corps presque nu, ligoté et humilié, et, d'une part, l'attitude de Ponce Pilate, des bourreaux et du grand prêtre juif qui accepte cette scène, et d'autre part,
la foule vociférante. Ce contraste entre les deux parties de la composition fait partie, d'ailleurs, des différences significatives entre l'estampe de Schongauer et le tableau de Bosch. L'estrade représentée par Bosch, en effet, est beaucoup plus haute et infranchissable que chez le graveur allemand. L'enjeu est ainsi de renforcer la confrontation paradoxale. Le pouvoir terrestre et immédiat du monde des pécheurs, qui présente ironiquement le Christ comme le roi des Juifs, et le pouvoir divin du Christ, qui face aux Juifs incrédules, qui se disaient « Va-t-il se donner la mort pour qu'ils disent « Où je vais, vous ne pourrez venir ?» leur répondit « Vous, vous êtes en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Il s'agit d'une citation de l'évangile de Saint Jean au chapitre 8. La deuxième différence concerne la manière même dont la foule est représentée. Chez Schongauer, il s'agit d'une addition assez disparate d'individus qui s'adressent directement au Christ en se rapprochant fortement de lui. Chez Bosch, la foule représentée à distance est aussi plus compacte et plus serrée, comme si elle ne formait qu'un seul et même corps social, clairement distinct du Christ, mais aussi de l'entourage de Ponce Pilate. Le décentrement de la perspective vers la représentation de la ville de Jérusalem, dont l'étude du dessin sous-jacent montre qu'elle n'était pas prévue à l'origine, renforce par ailleurs le sentiment que cette foule ne fait qu'un avec la ville sainte, qui pourtant n'a pas su reconnaître la divinité du Christ, qui était, selon saint Jean, je cite, « le roi d'un royaume qui n'est pas de ce monde ». Cette Jérusalem n'est pas simplement la ville historique, elle est, dans le tableau de Bosch, le symbole du péché, du vice et de l'incroyance, comme l'indiquent ces maisons typiques d'une bourgade néerlandaise, la foule se pressant déjà à ses portes pour assister à la montée au calvaire, et l'étendard rouge, marqué d'un croissant blanc, qui rappelle qu'en 1453, Constantinople avait été prise par les Ottomans, tandis que Jérusalem était encore entre les mains des Mamelouks depuis 1261. À l'image de la chouette posée sur la fenêtre du palais, ou du crapaud sur le bouclier d'un soldat romain, cette foule allégorise le monde du mal et du vice, sur lequel le Christ jette le regard attristé de celui qui sait devoir se sacrifier pour le sauver. Contrairement à ce qu'il fera dans de nombreuses autres œuvres, Bosch n'assimile pas ici le péché aux classes inférieures de la population. Ce sont surtout les riches juifs et les riches romains qui sont représentés ici, auxquels Bosch fait le reproche explicite de ne pas avoir su reconnaître la divinité de Jésus, et donc de confondre la grandeur superficielle des biens terrestres avec la grandeur véritable de la foi, en reconstituant une conversation à trois voix à travers les mots inscrits en lettres d'or gothiques, les seuls que l'on trouve d'ailleurs dans une œuvre de Bosch avec le Jardin des Délices. On voit en effet, en réponse aux paroles de Pilate, « Ecce homo, voici l'homme », et des Juifs, « Crucifiez-le », le moine adressait une prière respectueuse et humiliée, « Sauve-nous, Christ Rédempteur ». Par les gesticulations des mains et l'expressivité outrancière des visages, dont les traits déformés traduisent la laideur physique et morale, Bosch adapte ainsi, en la radicalisant et en la systématisant, une procédure mise au point par Schongauer et qu'il n'aura de cesse de réutiliser dans ses œuvres à venir. La dramatisation narrative et expressive est notamment prise en charge par un motif que le peintre emprunte peut-être au graveur germanique Israel von Macedem, à savoir le feu dans le flambeau tenu par l'un des spectateurs, qui fait probablement référence à la rapidité avec laquelle le Christ a été jugé après avoir été arrêté à l'aube. C'est à partir de cette reformulation puissante et presque caricaturale de l'expressivité des estampes de Schongauer que Bosch fait évoluer son art et sa manière. En 1488, lui et sa femme héritent d'une maison et de son terrain, surnommé In del Salvator, à quelques pas de la cathédrale Saint-Jean de Bois-le-Duc, qu'ils revendent quelques années plus tard, achevant d'asseoir une situation sociale et financière extrêmement favorable qui fait entrer Bosch parmi les 10% des citoyens les plus riches de Bois-le-Duc. Comme ses confrères brugeois, Bosch s'investit également dans les confréries locales. En 1486, il entre dans l'illustre confrérie de Notre-Dame de Bois-le-Duc. Il suit peut-être le conseil de son ami, l'architecte et graveur Allard du Hamel, entré dès 1478 dans cette association d'entraide et de charité chrétienne qui compte parmi ses rangs l'élite de la ville, mais aussi de tous les Pays-Bas, et qui, à partir de 1485, commence la construction de la nef et de la chapelle de la confrérie pour la cathédrale. Bosch y est d'abord accepté comme membre externe, avant de devenir frère juré
en 1488 sans que nous sachions s'il y est entré en tant que clericus, c'est-à-dire après avoir reçu les ordres mineurs, ou si, comme une poignée de notables, il a été exceptionnellement accepté en tant que simple laïc. Cette situation privilégiée permet paradoxalement à Bosch de se libérer de la nécessité de travailler pour vivre, mais aussi d'enrichir son carnet de clients et de commandes. Il s'entoure de plusieurs assistants, de plusieurs élèves, parmi lesquels il faut probablement compter ses neveux, Johannes et Antonis, mais aussi Gelis Panhedel, le fils d'Art van den Bosch, un peintre originaire de Bruxelles. Entre 1493 et 1512, Bosch réalise notamment plusieurs œuvres pour la confrérie, ainsi que le volet du retable de la confrérie, toujours pour la cathédrale de Saint-Jean. Le célèbre retable, dit du Jardin des Délices, a été peint durant cette période, pour Egembrecht II de Nassau, ou plus probablement pour Henri III de Nassau-Breda. Pour comprendre le retable, il faudrait pour commencer par identifier sa part de banalité. Bosch propose une vision pessimiste, où l'homme est décrit comme un pécheur ? Telle est la position de l'Église, et avec elle d'un grand nombre de peintres, à commencer par ceux qui, aux Pays-Bas, représentent des jugements derniers où les foules se massent aux portes de l'enfer, attendant d'y être torturées. Certes, chez Bosch, l'enfer semble bien plus peuplé que le paradis. Mais n'est-ce pas aussi le message christique que d'affirmer que le paradis n'est réservé qu'aux élus ? Avant cela, il faut travailler à accomplir son salut avec crainte et tremblement, car rien n'est assuré. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Bosch fait-il de la terre une antichambre de l'enfer ? L'idée, là encore, est omniprésente dans les Écritures, où le monde des hommes est le val du pleureur. D'un point de vue théologique, ce triptyque n'est donc pas spécifiquement innovant, et ne nécessite pas d'imaginer une supposée intervention du commanditaire dans la conception du programme, même si l'on ne peut écarter l'hypothèse de conseil pris par le peintre auprès de savants gravitant dans les cercles qu'il fréquente alors. Le triptyque présente toutefois plusieurs singularités. La première est le goût du peintre pour les formes hybrides. Ce goût, probablement, témoigne ou traduit l'intérêt de Bosch pour le vocabulaire des grotesques, dont on a pu voir qu'il joue un rôle essentiel dans la Renaissance italienne. Bosch peut être donc considéré comme un des premiers introducteurs de cet art à l'antique dans l'art néerlandais à travers les formes monstrueuses qu'il donne fréquemment à ses figures. Il n'y a donc pas à s'étonner outre mesure que Bosch ait fait preuve d'autant d'inventivité dans la composition de ces monstres, ou autant d'intérêt à y mêler des allusions sexuelles, assurément provocantes, mais inscrites dans un horizon d'attente qui n'est guère surprenant dans les Pays-Bas anciens. Cette sensibilité n'est pas la même dans d'autres régions européennes, ce qui explique que le peintre ait pu, en Espagne par exemple, être considéré, ou parfois admiré, pour ses idées, disait-on, hérétiques. Si le peintre se distingue de ses confrères et de ses prédécesseurs, et constituera un modèle influent pour un certain nombre d'artistes des générations suivantes, jusqu'à d'abord servir de modèle de référence initial au jeune Peter Bruegel l'Ancien, c'est plutôt en déplaçant ces figures monstrueuses, des marges, des enluminures, où ces figures étaient fréquemment présentes dès le XIVe siècle, ou des plafonds ou des décors italiens où les grotesques fleurissaient à l'époque. Il s'agit ici de montrer que ces figures sont des objets aussi dignes d'être vus que les figures d'Adam et Ève représentées sur le panneau de gauche. Cette confusion parfaitement volontaire accorde au spectateur, et c'est la deuxième singularité, une responsabilité considérable, car c'est à lui de faire la part des choses et de distinguer les figures significatives et celles qui a priori sont conçues pour le distraire, l'amuser ou lui plaire, plutôt que l'édifier en reconstruisant la totalité du récit visuel. Quand le retable est ouvert, ce sont trois scènes qui sont distinguées, tout en étant liées les unes aux autres par des rapports de contiguïté spatiale, symbolique et narrative. À gauche, c'est la Genèse qui est représentée, avec le paradis terrestre, en présence d'Adam et Ève, et de Dieu le Père, qui soulève du sol Adam et Ève tout juste après sa création. Mais ce paradis est déjà menacé, comme l'indique la chouette nichée au cœur même de la fontaine de vie, et le serpent entourant l'arbre de la connaissance. Au centre, c'est l'âge d'or de l'humanité, tel qu'il a été décrit par saint Matthieu, qui est représenté. En ces jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme.
Jean Wirth a proposé plutôt de voir dans cette scène centrale l'état de l'humanité si le péché n'avait pas été commis. Mais cette interprétation se heurte à une série de problèmes rédhibitoires, dont notamment l'omniprésence de la chouette, qui apparaît donc dans les 3 panneaux et qui, chez Bosch, est systématiquement associée au péché et au mal. Ce n'est donc pas véritablement un second paradis qui est représenté par Bosch ici, mais, pour ainsi dire, un paradis de pacotille, un faux paradis de l'amour, hanté par la corruption des âmes et par le péché, et donc destiné à disparaître à son tour au profit de l'enfer, dont les tortures et les sévices attendent les damnés, et pour lequel Bosch s'est fortement inspiré des descriptions infernales les plus populaires dans les Pays-Bas de son temps. Que l'on retienne l'interprétation faisant de ce triptyque un speculum nuptiarum, un miroir nuptial, en forme d'avertissement, adressé au jeune couple formé par Henri III de Nassau et Louise Françoise de Savoie, ou un miroir au prince. Le triptyque se présente ainsi comme une œuvre éminemment apotropaïque, qui fait le récit complet du péché originel et de son destin, ainsi que du destin qui attend celles et ceux qui ne parviennent pas à suivre le chemin étroit de la vertu chrétienne. Ce qui constitue une 3e singularité, puisqu'ici la lecture ne se fait plus de façon symétrique à partir du panneau central, mais de la gauche vers la droite, et de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque le retable est fermé, les volets laissent en effet voir l'état du monde après le déluge. Sa perfection est ironique. Elle met en scène la toute-puissance du Créateur, capable de faire et de détruire, mais aussi de sauver ceux qui, comme Noé, sont des justes, et de sceller avec eux une alliance à travers le signe de l'arc-en-ciel. L'ambition de l'œuvre de Bosch est donc proprement universelle. Il s'agit de vouloir proposer un tableau complet de l'histoire du monde, de sa création à sa fin. Certes, là encore, Bosch n'est pas le premier. Son triptyque s'apparente au genre littéraire des grandes chroniques universelles, dont le modèle chrétien a été fixé par Eusèbe de Césarée et dont l'exemple le plus proche de l'œuvre du peintre, le Liber Chronicarum, le livre des chroniques, dit aussi Chronique de Nuremberg ou Weltchronik, écrite par Hartmann Schädel et publiée le 23 décembre 1493 à Nuremberg par Anton Koberger, a précisément servi de source d'inspiration à Bosch, qui a largement puisé dans les estampes gravées par Michael Vollgemuth et Willem Pleidenwurf, notamment pour la face extérieure des volets. C'est ainsi surtout comme peintre de monstres que Bosch connaîtra une célébrité européenne, non seulement pour leur caractère terrible comique, mais aussi et surtout pour la variété de leur invention. Dans le passage de son journal de voyage qu'il rédige le 30 juillet 1517, à l'occasion de la visite du cardinal Louis d'Aragon, son secrétaire, Antonio de Beatis n'admire que la variété des œuvres de Bosch. Il y a encore plusieurs tableaux de diverses bizarreries, où sont figurés des mers, des cieux, des forêts, des champs et bien d'autres choses. Les unes sortant d'un coquillage marin, les autres déféquant des grues, des femmes et des hommes, blancs et noirs, dans diverses occupations et attitudes, des oiseaux et animaux de toutes sortes représentés avec beaucoup de naturel, des choses si plaisantes et fabuleuses qu'il est impossible de les bien décrire à ceux qui ne les ont point vues. Bosch invente ainsi véritablement un genre, qui au XVIe siècle prendra des dénominations différentes dans les langues européennes. Le thème de Grulos, au pluriel Grulli, est sans doute celui qui est le plus générique. D'abord utilisé pour désigner les mimes romains qui se déguisaient en porcs, ce mot finit par renvoyer par extension à toute créature difforme, puis à des compositions volontiers étranges, les disparates, bizarres, les bizarrilles, ou capricieuses, les capriccios, ne suivant pas les règles artistiques habituelles, sur le modèle des grotesques antiques et modernes, représentant souvent d'ailleurs des scènes démoniaques chez Bosch, les diableries. Comme cela a été dit, Jérôme Bosch est donc une exception ou une singularité dans les Pays-Bas du XVIe siècle, où l'on voit que finalement il se place dans une situation médiane entre des traditions néerlandaises ou germaniques et un intérêt accru vers les modèles italiens ou les modèles antiques. De nombreux artistes de la jeune génération tournent davantage leur regard vers l'Antiquité gréco-romaine et l'art italien de la Renaissance. 4 peintres méritent à cet égard d'être cités ici. Le premier peintre est Quentin Métis. Fils d'un forgeron originaire d'Anvers et actif à Louvain, Jost Massès, qui a travaillé pour la décoration de l'hôtel de ville de Louvain notamment, Quentin Métis a été probablement formé par son père,
comme son frère aîné, Jost, à l'orfèvrerie et à la gravure. Nous ignorons en revanche où il a été formé à la peinture, aucune œuvre datée ou signée du début de la carrière du peintre ayant été conservée. Pour les uns, il serait entré dans un atelier d'enlumineur localisé dans le village de Grobendonck, d'où venait la famille de sa mère. Pour les autres, il aurait pu fréquenter un atelier de peintre, comme ceux de Dirk ou d'Albrecht Bautz, les fils de Dirk Bautz à Louvain, d'Hans Memling ou du maître de la légende de Sainte-Lucie à Bruges. On sait en tout cas que le 4 avril 1491, le nom de Métis apparaît pour la première fois quand il devient citoyen de Louvain à la demande de sa mère devenue veuve. C'est toutefois à Anvers qu'il est enregistré à la Guilde des peintres la même année comme maître. Il obtient rapidement un succès d'estime dont témoigne l'arrivée de 4 apprentis dans son atelier entre 1495 et 1510, en plus de ses propres fils, mais aussi la possession de 2 maisons à Anvers. C'est de cette période que datent les premières œuvres signées et datées du peintre, comme c'est le cas par exemple de ce retable de Sainte-Anne, commandé en 1507 pour la chapelle détenue par la confrérie de Sainte-Anne dans la collégiale Saint-Pierre de Louvain. C'est aussi le cas de ce retable de Saint-Jean, peint entre 1508 et 1511 pour la chapelle de la Guilde des Menuisiers dans Notre-Dame d'Anvers, qui est aujourd'hui la cathédrale. Ce retable tire son nom de ses 2 volets intérieurs où sont représentés Salomé présentant la tête de Saint Jean-Baptiste à Hérode et le martyr de Saint Jean l'Évangéliste. Ce sont donc 2 Saint Jean différents qui y sont représentés. La Pietà ou déploration du Christ, qui constitue le panneau central, est une dérivation évidente et explicite de la célèbre descente de croix de Rogier van de Weyden, y compris sur le plan chromatique. À ceci près que la Vierge ne bénéficie pas d'un traitement spécifique, étant incluse dans le groupe des hommes et des femmes se lamentant sur la mort du Christ. Métis accentue même le pathétisme de la scène, non seulement en ne retenant pas les larmes qui coulent sur la plupart des joues, mais aussi en amaigrissant encore la figure du Christ, dont la cage thoracique ressort fortement de son buste. La plaie au côté, largement ouverte et sanguinolente, semble s'adresser directement au spectateur, comme pour lui demander de la toucher afin d'attester de la mort du Christ. Tandis qu'un homme tient la couronne d'épines qui vient d'être retirée de la tête de Jésus, un autre, Joseph d'Arimathie ou Nicodème, examine avec délicatesse les trous laissés dans le crâne de Jésus. Ce pathétisme est également pris en charge par la composition, qui rassemble et compresse un grand nombre de figures plus grandes que nature dans une composition très dense, où la scène de la lamentation est associée à un paysage mettant en scène la ville de Jérusalem, le mont Golgotha, où les corps des 2 larrons n'a pas encore été retirés de la croix, et la préparation du tombeau à la lumière d'une bougie. Servie par le paysage, cette forte densité expressive et narrative, qui crée l'impression qu'aucune échappatoire n'est possible, et que l'on retrouve dans les 2 scènes latérales, remplies de détails significatifs, permettant de mieux éclairer les histoires, ne crée toutefois pas l'impression d'un chaos, grâce à une organisation rigoureuse de l'espace, articulée par un horizon haut et un point de fuite situé au niveau de la main droite de l'homme portant la couronne d'épines, mais aussi un coloris très homogène, liant les figures au fond et les différents plans les uns aux autres. Cette liaison est d'abord proprement chromatique. Malgré le grand nombre des détails, en effet, Métis cherche à éviter l'impression de figures découpées qui peut apparaître dans la descente de croix de Van der Weyden. Tandis qu'aux extrémités, les 3 hommes et les 4 saintes femmes portent des vêtements dont les teintes terreuses les unissent aux rochers environnants, sans les détacher complètement par des cernes trop marquées, les figures de Saint Jean et de la Vierge ressortent de la partie centrale par les couleurs éclatantes de leurs vêtements. Les 3 couleurs qui constituent ainsi le thème chromatique du panneau central sont significatives. Tandis que le vêtement rouge de Saint Jean fait écho au sang du Christ, le blanc du cadavre et le bleu de la robe virginale renvoient aux teintes du ciel ennuagé. Le même travail sur les masses est visible dans le volet intérieur gauche, où la nappe blanche sert de point focal à la scène, et le volet intérieur droit, où la masse claire constituée par le corps de Saint Jean est élargie par le cheval blanc et les manches des 2 bourreaux. L'aspect le plus frappant toutefois de ce jeu pathétique est le goût du contraste physionomique qui s'y déploie dans les 3 panneaux, et opposant de façon quasi systématique la beauté de certains visages, idéalisés d'après les canons de la peinture néerlandaise de la seconde moitié du XVe siècle, je pense notamment à Hérodiade et Salomé sur le volet gauche, la Vierge et Saint Jean, ainsi que les saintes femmes sur le panneau central,
et la forte expressivité des visages souffrants. La tête de Saint Jean-Baptiste, le Christ ou Saint Jean l'Évangéliste martyrisé. Ou encore des ennemis du Christ, dont les traits sont d'autant plus laids et caricaturaux que leur âme est sombre. Je pense à Hérode ou au bourreau de Saint Jean. S'il est possible que Métis ait pu s'inspirer pour ses caricatures des estampes de Schongauer et des tableaux de Bosch, mais aussi de Dürer, auquel il emprunte d'ailleurs l'invention du volet droit, il semblerait que Métis ait également eu accès à des copies de dessins réalisés par Léonard de Vinci, dont il s'inspire littéralement, notamment pour le volet droit. Sans doute s'agit-il pour Métis d'inscrire son tableau dans le même courant d'idées physiognomoniques qui agite ce confrère italien autour du concept selon lequel le corps traduit directement non seulement les passions, mais aussi les vertus ou les vices de l'âme. Un deuxième peintre néerlandais important de cette génération est Jan Gossart, parfois surnommé Mabuse, en référence à la ville de Maubeuge, dans le comté de Hainaut, où il est né vers 1478. Si l'on a supputé qu'il avait pu faire son apprentissage auprès de Gerard David à Bruges, Gossart est documenté pour la première fois en 1503, date à laquelle il accède à la maîtrise à la guilde des peintres d'Anvers. Il y demeure jusqu'en 1507 et accueille 2 élèves. En 1508, il entre ensuite au service de l'amiral Philippe de Bourgogne, le fils bâtard de Philippe le Bon, légitimé cette année. Il accompagne Philippe de Bourgogne à Rome, dans le cadre d'une ambassade envoyée par Marguerite d'Autriche au pape Jules II. Il quitte ainsi Malines le 26 octobre 1508 et arrive à Rome le 14 janvier 1509, où il réalise de nombreux dessins d'après les sculptures et l'architecture antique. Ce voyage occupe une place doublement importante dans la carrière de Gossart. D'abord, il lui offre la possibilité d'avoir accès à des œuvres qu'il ne pouvait connaître que par la gravure lorsqu'il était aux Pays-Bas. Par ailleurs, il lui permettra, une fois rentré dans son pays, d'être considéré rapidement comme le meilleur représentant et défenseur d'un certain goût antique, ou plus exactement à l'antique. Cet accès aux œuvres antiques, en effet, est médié par la connaissance des estampes de Dürer, qui depuis quelques années font à leur tour leur entrée dans la culture visuelle des peintres néerlandais, après celle de Martin Schongauer, on l'a vu avec Jérôme Bosch. À son retour de Rome en 1509, Gossart réside dans la ville de Middelburg, qui se trouve à quelques kilomètres au nord du château de Sauber, où vit son patron. Middelburg, qui est un véritable avant-port de Bruges, est alors en liaison maritime avec tout le nord du Saint-Empire et la Russie, par la mer Baltique, mais aussi l'Espagne, l'Italie et le Levant, par la mer du Nord et l'océan Atlantique. À l'image de cette adoration des rois mages, les premières peintures connues de Gossart laissent finalement peu de place aux modèles romains, pour lesquels ces commanditaires ne semblent pas encore avoir de goût, mais s'inscrivent plutôt dans une certaine forme de goût archaïsant pour les principaux maîtres néerlandais du XVe siècle et du début du XVIe siècle, de Jan van Eyck à Gerard David, mais aussi pour les estampes d'Albrecht Dürer, que Gossart est l'un des premiers peintres néerlandais à utiliser littéralement, tout en se tournant également de façon de plus en plus insistante vers les recherches alors menées à Anvers, situé à 80 km à l'est de Middelburg, et que le peintre a sans doute l'occasion de visiter régulièrement. Entre 1510 et 1515, il peint pour le compte de Daniel van Boerhout, seigneur de Boulare, cette adoration des rois mages, destinée à la chapelle de Notre-Dame dans l'abbaye de Saint-Adrien de Gerardsbergen, et qui constitue, on le voit, un hommage explicite aux maîtres néerlandais du début du XVe siècle. On peut penser aux artistes que je viens de citer, mais également à Urho van der Goes. À la fin de l'année 1515, Gossart reçoit, avec Jacopo de Barbari notamment, la commande de réaliser des décors mythologiques du château de Sauber. Pas plus qu'à Rome, Gossart ne regarde directement les modèles antiques, mais il les interprète à travers le filtre d'autres artistes, comme c'est le cas du sculpteur Konrad Meij, du peintre et graveur Jacopo de Barbari que je viens de citer, ou encore des graveurs Marc-Antoine Raimondi et Albrecht Dürer. Ce dernier continue d'être alors la principale porte d'entrée des artistes néerlandais vers les modèles antiques, comme le montre ce tableau conservé et qui est le seul à avoir été conservé de cette campagne de décoration, un monumental Neptune et Amphitrite. Le tableau se présente en effet comme un hommage explicite à l'Adam et Ève du Dürer. Le peintre toutefois procède à plusieurs aménagements nécessaires au changement d'échelle et de figure, désormais grandeur nature, mais aussi à la traduction picturale des effets de l'estampe. La perspective est parfaitement maîtrisée,
avec un point de fuite central unique situé sur un horizon bas sous le genou des figures, sans doute pour adapter la composition à la hauteur d'accrochage de l'œuvre. La diversité des marbres et des ornements architecturaux mettent en évidence une connaissance désormais excellente et de première main des ordres architecturaux antiques, même si les proportions n'apparaissent pas conformes aux règles établies par Vitruve, que le peintre ne connaît, si c'est le cas, que de seconde main. Parce que les figures constituent la principale partie de la composition, le peintre les représente d'ailleurs de face, alors que les règles de l'optique et l'horizon bas eussent voulu qu'elles fussent représentées en grande partie disotonissu, comme il l'a fait pour les chapiteaux ou les brucranes. Le peintre semble avoir été particulièrement fier de son œuvre pour lui conférer une signature particulièrement visible et lisible sur le socle face au spectateur. Jan Mabuse Lapin, 1516. Écrite en capitale romaine et en latin, cette signature fait peut-être lointainement référence à la célèbre signature d'Apelle, l'un des plus célèbres peintres de l'Antiquité grecque, en même temps qu'elle rend hommage à l'anticophilie de son maître et mécène, Philippe de Bourgogne, dont le nom et le motto « A plus sera » apparaissent également à droite du troisième triglyphe sous la forme d'un sgraffito. Un troisième peintre néerlandais majeur de cette génération est Frans Floris. Faisant partie d'une famille de sculpteurs, Frans Floris aurait d'abord aidé son père, Cornelis Floris, l'aîné, à réaliser des monuments funéraires sans que cette idée ne soit étayée par la documentation ancienne. Après la mort de son père, il aurait décidé de se consacrer à la peinture en entrant dans l'atelier liégeois de Lambert Lombard, un ami de son père défunt. Entre 1539 et 1540, Frans Floris s'inscrit comme maître à la guilde anversoise des peintres, peu avant de partir lui aussi pour Rome, en 1541 ou en 1542, avec son frère Cornelis et peut-être son oncle Claudius. Frans Floris demeure à Rome environ 4 ans. Comme Martin von Heemskerk avant lui, ou Lambert Lombard que je viens de citer, les nombreux dessins réalisés sur place par Floris témoignent d'une étude méthodique de l'art antique ainsi que des maîtres modernes. Parmi eux, comme la plupart de ses compatriotes, il s'intéresse particulièrement aux façades peintes par Polidoro da Caravaggio, aux décors de Raphaël, notamment dans les loges du Vatican, ou encore au Jugement dernier de Michel-Ange, qui venait d'être achevé en 1541 pour la chapelle Sixtine. On sait aussi qu'il étudie les fresques de Jules Romain au Palais du Thé à Mantoue, ainsi que celles de Perino del Vaga à Gênes. De retour à Anvers en 1547, Floris reçoit ses premières commandes prestigieuses, acquérant la réputation d'être, avec Rossart et Métis, l'un des meilleurs connaisseurs de l'art italien et plus spécifiquement encore de l'art romain. En 1549, Frans Floris participe aux décorations pour la joyeuse entrée anversoise de Charles Quint et de son fils, le prince Philippe, le futur Philippe II. Dès 1550, Floris a les moyens d'acheter une maison dans la grande rue commerçante du Maire, derrière laquelle il installe un immense atelier. C'est le début d'une carrière extrêmement intense où le peintre répond à toutes les sollicitations en faisant appel à un atelier exceptionnel. Karel van Mander mentionne plus de 120 assistants et cite le nom d'une trentaine. Il travaille pour des particuliers qui font généralement partie des marchands et des collecteurs de taxes les plus riches de la ville. Au fil des années, il est progressivement sollicité par des clients de plus en plus éloignés d'Anvers, à Gand, à Bruxelles, à Léo, à une vingtaine de kilomètres de Louvain, et même à Delft, en Hollande. Entre 1562 et 1563, les revenus confortables dont bénéficie Floris lui permettent d'acheter une grande maison dans un nouveau quartier d'Anvers, où il installe un atelier encore plus grand que celui dont il disposait jusqu'à présent et dont il orne la façade de décors allégoriques inventés par ses soins. Le Jugement dernier, qu'il peint en 1565, illustre bien les talents particuliers de Floris, qui dialogue ici directement avec la célèbre fresque de Michel-Ange. Il reprend en maître romain le goût des attitudes dynamiques, expressives, contorsionnées, ainsi que la complexité d'une composition extrêmement dense, remplie d'un grand nombre de figures diverses et de natures différentes. Mais Floris cherche à explorer davantage la profondeur de l'image en présentant au premier plan ce que Michel-Ange avait placé dans la partie inférieure de sa fresque, afin de mettre devant le regard, devant presque le nez du spectateur dévot, l'image atroce et terrifiante du sort qui attend les damnés, qui n'ont pas su placer leur vie entre les mains du Christ. Sans doute une allusion aux hérétiques protestants qui, durant cette période, menacent l'unité territoriale et politique des Pays-Bas. On notera aussi le coloris chaud et unitaire de cette composition,
et la touche vive grâce à laquelle Floris modèle ses figures, qui correspond à une parfaite assimilation des modèles vénitiens. Ses qualités de coloriste expliquent également le grand succès de Floris dans le champ du portrait, à l'image de ce tableau où la barbe et les cheveux du modèle sont traités avec une très grande liberté de pinceau. Dans ce domaine, c'est également illustré le quatrième et dernier peintre néerlandais important de cette génération dont j'aimerais vous parler, à savoir Maarten de Vos, même si les portraits de Maarten de Vos présentent un modelé plus sec et plus dur, plus graphique et moins coloriste que les portraits de Floris. Né à Anvers en 1532, Maarten de Vos est le fils d'un père originaire de Leiden qui s'était installé à Anvers vers 1511, où il a travaillé dans l'atelier du peintre Jérôme Schuelens. Comme son frère Peter, Maarten de Vos commence sa formation auprès de son père. Ses modèles sont le maître du fils prodigue, Peter Artsen, Lambert Lombard, Frans Floris et Michiel Coxey. Floris aurait voyagé en Italie entre la mi-1552 et 1558. Deux lettres de Scipio Fabius à Abraham Ortelius laissent supposer qu'il a effectué le voyage aller avec Peter Bruegel ou que les peintres ont passé du temps ensemble lors de leurs voyages italiens. Durant ce séjour, Maarten de Vos a pu séjourner à Rome, Florence et Venise, peut-être dans l'atelier du Tintoret d'ailleurs, même s'il s'intéresse aussi aux œuvres de Paul Véronèse. À Rome, il étudie, comme ses prédécesseurs, Michel-Ange. Il est de retour à Anvers en 1558, où il est reçu maître. Au début de sa carrière, il est suffisamment proche des cercles protestants pour qu'on ait supposé qu'il ait fait partie de l'église luthérienne. Après les destructions iconoclastes de 1566, toutefois, Floris est l'un des artistes qui sont les plus mis à contribution pour reconstruire, ce qui suppose qu'il ait su de temps en temps mettre ses convictions réformées de côté pour pouvoir continuer à travailler. En 1572, il devient d'ailleurs doyen de la guilde de Saint-Luc d'Anvers et fonde, la même année, la Confrérie van Romanisten, la confrérie des romanistes, qui est constituée de notables et d'artistes ayant effectué un voyage à Rome. Finalement, en 1585, il retourne au catholicisme, ce qui lui permet de jouir de l'amnistie offerte par Alexandre Farnèse aux anciens protestants. On ne sait si cette Sainte Seine a été peinte pour une église luthérienne ou catholique. Son format est horizontal, le décor est à l'antique. Des colonnes de marbre encadrent le Christ, placé devant un dais en brocart. Le Christ est situé sur l'axe central de la composition, sa nature divine étant mise en valeur par une auréole éclairant sa tête. Il bénit le pain devant lui, tandis que Judas, assis au premier plan, présente une attitude fort expressive, presque contournée, qui donne le sentiment d'un malaise et peut-être du souhait de quitter la table, avant que le Christ ne dénonce sa trahison. D'un point de vue formel, le tableau de Maarten de Vos s'éloigne du colorisme de Floris pour adopter une palette plus diversifiée et un sens plus net du détail, qui ramène son art au succès de la belle manière qui, on l'a vu dans le précédent chapitre, touche alors également le Saint-Empire et les anciens Pays-Bas. Nous avons surtout insisté dans ce chapitre 10 sur les artistes actifs dans le sud des Pays-Bas. Mais le XVIe siècle coïncide aussi avec l'émergence de plusieurs artistes importants dans le nord du territoire, en particulier en Hollande et autour d'Utrecht, qui font rapidement école et constituent les premiers modèles de ce qui sera appelé au XVIIe siècle le siècle d'or néerlandais. C'est à ces artistes, qui pour une grande partie parachèvent et reformulent de façon singulière la culture visuelle et technique issue de la belle manière, dont on vient d'évoquer la trace dans l'art de Maarten de Vos, et contribuent aussi à diffuser de nouveaux modèles dans l'art néerlandais, que nous consacrerons le troisième et dernier épisode de ce chapitre.